Le sans filtre, c'est quoi? Bonjour, Voilà. bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que tout le monde aime ce premier live. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Merci à vous toutes et à vous tous. Quel plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Masson-Delmotte. Bonjour à vous. C'est un plaisir. Je vais me contenter de faire l'introduction, mais c'est un grand plaisir d'avoir l'une des plus grandes voix du climat aujourd'hui, bien sûr en France, mais aussi dans le monde. C'est vraiment Madame Climat. Je sais qu'elle déteste qu'on dise ça parce que le GIEC est avant tout un travail collectif. Mais voilà, cette grande voix qui est là, Valérie Masson-Delmotte, elle nous avait déjà fait l'honneur de venir à l'Assemblée nationale avec Greta Thunberg et les jeunes activistes pour le climat il y a un peu plus d'un an et demi. Et surtout, c'est l'une des une des auteurs principaux, une des auteurs principales, excusez-moi, des rapports du GIEC, et notamment aussi avait beaucoup collaboré sur le rapport du 1.5. Et c'était un des rapports qui, pour moi, ont changé. J'avais beau avoir 25 ans déjà de combat pour le climat et l'écologie derrière moi, mais ça a changé avec ce rapport, comment on arrive à viser 1,5 degré comme réchauffement maximum. Désolé de ne pas avoir été très clair, mais comme vous l'avez vu, il y a une équipe de télé LCP qui est en train de filmer dans mon tout petit bureau pour expliquer ce que c'est que cette innovation d'un débat sur Twitch. Voilà, donc je vous passe la parole. Je crois que c'est la collègue Delphine Bateau qui anime ce temps-là. Et ravi, Valérie, de vous avoir, comme déjà eu aussi sur le terrain dans le grand débat. Merci de participer. Pas un petit peu, si elles y répondent totalement. Le cycle de l'eau. Il y a eu des problèmes de son là. Valérie, bonjour, vous êtes là ou tu es là? Oui, oui, tout à fait, je vous entends parfaitement. Alors, super, je vais te mettre en évidence. Donc, j'en profite pour rappeler à ceux qui nous suivent sur Twitch qu'ils peuvent envoyer leurs questions à Valérie Masson-Delmotte, donc, qui est coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis 2015, qui est le groupe qui travaille sur les principes physiques du changement climatique. Et il y a une première question, Valérie. C'est comment les différents députés avancent-ils, de votre point de vue, sur la question de leur propre formation sur les enjeux au dérèglement climatique. Donc, comme tu as été auditionné à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, je pense que on a vu dans les débats en commission en particulier qu'il y a un certain nombre de repères fondamentaux qu'il fallait marteler, rappeler de façon factuelle en permanence. Et c'est intéressant d'avoir ton regard sur cette question. Oui, alors mon retour d'expérience, c'est par exemple d'avoir présenté certains des récents rapports spéciaux du GIEC devant différentes commissions, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et de m'être rendu compte à cette occasion que finalement les élus de la République ils reflètent aussi l'ensemble de la société, avec une très grande hétérogénéité d'appropriation des éléments scientifiques. Souvent, c'est plus le cas des plus jeunes, c'est plus difficile pour les plus âgés. Certains, en fait, ont construit leur propre réflexion, leur propre parcours, ont pris beaucoup de temps de s'approprier ces éléments, mais pour d'autres, ils n'ont qu'une image très partielle. Et je vais essayer de développer cette idée-là. Quand on ne suit les questions de climat qu'au fil de l'actualité, c'est comme des touches de couleur, vous voyez? On va parler d'un élément scientifique, d'une négociation internationale, puis à un moment donné, un événement extrême qui frappe les esprits là où on vit. Mais c'est très difficile d'avoir l'image d'ensemble, c'est-à-dire de comprendre à quel point les activités humaines perturbent profondément le bilan d'énergie de la Terre, le caractère irréversible de ce qui a déjà été fait, les conséquences qu'on peut anticiper dans les différentes régions, et en particulier en France pour les prochaines décennies, qui vont être inévitables parce que on va mettre du temps à transformer les infrastructures qui existent. Et puis le risque d'accélération qui est très présent, si on n'agit pas maintenant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde. Et puis l'analyse finalement qui demande à être faite, qui est de voir en fait où sont les seuils de tolérance des écosystèmes, de nos systèmes humains dans les différentes régions en France et partout ailleurs dans le monde. Et tout ce cheminement-là n'est fait, je pense, que par une partie des personnes. Je vois que ça monte en puissance, je vois que beaucoup de personnes, quel que soit leur bord politique, commencent à s'approprier les enjeux, souvent d'ailleurs à partir de ce qui se passe sur un territoire donné, par le retour d'expérience.
Et je crois qu'il y a un enjeu qui est par rapport aux éléments scientifiques sur les évolutions à venir, l'ordre de grandeur des transformations à mener, encore un déficit très marqué. Pour, pour rebondir sur la question, en fait, est-ce que tu peux, quand tu étais venu à l'Assemblée nationale avec Greta Thunberg, Greta avait centré la quasi-totalité de son propos sur la notion de budget carbone à ne pas dépasser. Et en fait, on a constaté dans le débat parlementaire que c'était une notion qui était loin d'être acquise. Du coup, on voit bien que quand on pose les questions, mais combien de tonnes de CO2 ce texte permet d'éviter en 2030, on n'a pas de réponse. Et donc, je pense important de revenir sur cette question. J'en profite pour dire, parce qu'il y en a beaucoup sur Twitch, là, vous pouvez envoyer vos questions à Valérie Masson-Delmotte. Et deuxièmement, il y a des commentaires sur le fait qu'il y a peu de députés en séance. Sachez que malheureusement, c'est toujours un peu comme ça. Alors, a fortiori dans le contexte sanitaire, mais ce n'est pas seulement lié au contexte sanitaire, en particulier pour les discussions générales. L'Assemblée est rarement pleine, comme le mardi à 15h pour les questions au gouvernement. Voilà, je ferme la parenthèse. Valérie, le budget carbone. Oui, donc le point clé à retenir, c'est que ce qui va définir le niveau de réchauffement à venir, c'est ce qu'on appelle le cumul des émissions de CO2, les émissions passées, présentes et futures. Il y a une relation en fait entre cette somme d'émissions de CO2 partout dans le monde, depuis la révolution industrielle, et le niveau de réchauffement planétaire et donc ses conséquences partout dans le monde, dans toutes les régions. Ça veut dire que si on veut réussir à limiter le niveau de réchauffement à venir, alors il faut maîtriser l'effet de tous les autres facteurs hors CO2, ça c'est une première chose. Et pour le CO2, pour arriver à ce que le cumul des émissions n'augmente plus, il faut que les émissions mondiales, et de chaque région et de chaque pays dans le monde, diminuent régulièrement pour aller vers le net zéro, c'est-à-dire à un moment donné où on ne met pas plus dans l'atmosphère de CO2 que ce qu'on est capable d'enlever. Et ça, en fait, ça peut se traduire pour un but de limitation du réchauffement en un certain budget carbone au niveau mondial. Et ça se décline aussi sur des stratégies nationales. Par exemple, la France s'est dotée d'une stratégie nationale bas carbone qui vise à la neutralité carbone à horizon 2050, une baisse de 40% entre 1990 et 2030. Et pour tenir cette trajectoire, pour tenir en fait l'engagement de la France dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, eh bien la stratégie nationale bas carbone française, elle se dote de budget carbone tous les 5 ans. Donc le premier budget de la période 2015-2018 n'a pas été tenu, il a été dépassé d'à peu près 61 millions de tonnes d'équivalent CO2. Le deuxième budget carbone, son objectif a été revu à la baisse parce qu'il était clair qu'il serait difficile à tenir. Et il implique en fait une baisse importante de l'ordre de 1,5% des émissions par an. Alors il faut enlever la partie Covid, c'est particulier avec les mesures de confinement. Et après 2024, une baisse importante de l'ordre de plus de 3,2% par an des émissions tous gaz à effet de serre confondus en France. Et donc l'enjeu qui est vraiment là, c'est d'arriver à traduire cette stratégie bas carbone nationale, ces budgets carbone, en actions concrètes pour lesquelles on est capable de définir le calendrier de mise en œuvre et puis les implications sur la capacité à tenir ces budgets carbone. Il y a même des pays du monde qui ont été plus loin. Par exemple, certaines villes ont déjà leur propre budget carbone, ce qui est aussi intéressant pour articuler les politiques nationales à l'action des collectivités locales ou des villes. Donc le Haut Conseil pour le climat, quand il a passé en revue la proposition de projet de loi qui date de février, qui a été communiquée à ce moment-là, une des recommandations qui a été la plus forte, la plus claire, c'est en fait de relier le projet de loi, les décrets, le calendrier de mise en œuvre à ces budgets carbone pour pouvoir évaluer si ça va permettre de les tenir. Et en particulier, de vérifier si le calendrier et le rythme sont à la hauteur de ce qu'on prépare pour le budget carbone 2024-2028. Et tout cela sans encore tenir compte de la révision à la hausse de l'objectif européen qui impliquerait de rehausser les efforts également en France. Ça, c'est un amendement qu'on a déposé pour rehausser les efforts et qui a été déclaré irrecevable. Alors, il y a beaucoup de questions qui commencent à arriver. Bonjour madame, pouvez-vous nous dire un peu où en sont les débats actuels chez les scientifiques IPCC, donc c'est-à-dire du GIEC, des sujets nouveaux de stress scientifique ou des découvertes récentes qui pourraient avoir des impacts sur l'action étatique? Merci bien.
C'est une Alors, question de Sébastien Lebriero, que nous saluons, qui est avocat. merci beaucoup pour votre attention aux travaux du GIEC. Donc le GIEC, il ne fait pas de recherche en tant que tel, hein. Il ne fait pas les observations, l'étude des processus, ou bien le développement de modèles ou de scénarios. Ça se fait dans les universités, dans les centres de recherche, en France comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Le GIEC, il ne fait que évaluer l'état des connaissances sur la base de l'ensemble de ses publications. Et d'ailleurs, en fait, en ce moment, je suis en train de préparer le prochain rapport sur les bases physiques du changement climatique avec mes collègues. Donc, on va le rendre au milieu de cet été, probablement entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Alors, bien sûr, comme on est en train de le terminer, je ne peux pas vous en dévoiler les conclusions essentielles, mais ce que je veux juste dire, c'est la réalité de l'influence de l'homme sur le climat, elle est clairement démontrée. Elle est de plus en plus visible, avec l'émergence de conditions en fait nouvelles, un peu partout, aussi bien au-dessus des continents que dans l'océan. Donc, avec un effet à grande échelle, et puis des connaissances qui s'affinent sur l'évolution du climat à grande échelle, en fonction de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Une des bonnes nouvelles du progrès des connaissances scientifiques, c'est qu'on a réussi à réduire la plage d'incertitude sur ce qu'on appelle la sensibilité du climat, c'est-à-dire comment la température mondiale à la surface de la Terre réagit quand on rajoute des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est important. Le constat est plus fin. Même chose pour le lien entre niveau de réchauffement et budget carbone. En fait, notre compréhension est plus fine. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de la compréhension des processus, on a un travail formidable qui a été fait pour passer de l'échelle planétaire à l'échelle importante pour là où on vit, là où se fait la prise de décision, donc à l'échelle régionale. Et notre rapport va contenir plusieurs chapitres justement sur cette information climatique régionale, en appui à l'analyse de risque, en appui à la préparation de stratégies d'adaptation. Et on aura aussi un atlas interactif qui permettra à chacun finalement de prendre l'information, de naviguer dedans dans un ensemble de grandes régions à la surface de la Terre, par exemple l'Europe de l'Ouest, la région méditerranéenne, ou les petits États insulaires dans certains, ou les petites régions insulaires dans certaines régions océaniques qui concernent les territoires d'outre-mer. Donc ça, c'est pour la partie groupe 1. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition une information climatique qui soit utile par rapport à l'échelle globale, où on va et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le réchauffement climatique, au bout de combien de temps on aura un bénéfice quand on agit. Et on voit que ça va venir vite, c'est en 10 à 20 ans qu'on peut voir les bénéfices sur l'évolution du climat d'une action importante et concertée. Et puis après, c'est aussi fournir une information pour permettre d'anticiper, pas agir au dernier moment, le dos au mur, mais de construire vraiment une stratégie d'adaptation dans tous les secteurs d'activité pour avoir une vraie résilience dans le développement humain, dans le développement économique, et pour favoriser ça pour les milieux naturels. Alors je veux juste dire 2 points qui m'ont frappé à la lecture des brouillons des collègues des autres groupes de travail du GIEC. C'est le fait que ça avance trop lentement pour l'adaptation. La plupart des stratégies d'adaptation, elles sont centrées sur l'eau, c'est normal, c'est vital, et le changement climatique touche à des enjeux de sécurité en eau, mais souvent de manière réactive, c'est-à-dire pas en anticipant, mais une fois qu'on a été affecté par des dégâts, par des événements extrêmes, et pas encore de manière suffisamment nette en utilisant les évolutions à venir. Je vous donne un exemple, quand on travaille sur la gestion des crues, on travaille toujours en utilisant la crue du siècle dernier, mais la crue du siècle prochain, dans un climat qui change avec plus de pluie, elle ne sera pas la même. Et ce n'est pas encore fait systématiquement. Donc il y a vraiment besoin de favoriser l'utilisation de l'information sur l'évolution du climat à venir pour mieux l'intégrer et faire en sorte qu'on soit effectivement, qu'on ait agi par anticipation et pas en gestion de crise après crise. Et puis sur le rapport du 3e groupe du GIEC qui porte sur l'atténuation, les émissions de gaz à effet de serre, je pense que la situation, c'est qu'on n'est pas dans le scénario de laisser-faire au niveau mondial. On n'est plus dans un scénario d'absence de politique climatique. Il y a des pas qui sont faits, mais ils ne sont pas du tout à hauteur des enjeux. Donc il y a vraiment ce nerf de la guerre, en fait, si on n'agit pas dans les années, dans les décennies à venir, de manière importante avec des bénéfices, avec des résultats, eh bien on sera sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui vont conduire à une accélération du réchauffement climatique et ses conséquences. Et on voit aussi un ensemble de pays, un ensemble de secteurs qui arrivent maintenant à avoir une action efficace, dont on mesure les effets. L'enjeu, c'est changer d'échelle. C'est aller vraiment plus vite.
et avec un ensemble de solutions qui sont disponibles aujourd'hui et qu'on peut déployer à grande échelle. Je crois que c'est, vous voyez, ce côté, le verre n'est pas complètement vide, mais le verre n'est pas complètement plein. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce verre et comment on agit plus rapidement par rapport, en particulier, aux émissions de gaz à effet de serre. Merci Valérie. Alors du coup, tu as répondu à la question de David CL qui parlait justement de la question des recommandations à l'échelle locale du GIEC. Alors, ce n'est pas des recommandations, mais en tout cas des analyses qui seront localisées. Il y a 2 questions qui portent sur le prochain rapport du GIEC. Alors, une première factuelle, c'est quand est-ce qu'il sort? Une deuxième qui te demande d'en dévoiler les contenus, mais ça, j'imagine que ce n'est pas possible. Mais donc, si tu peux revenir dessus. Ensuite, il y a une question sur la Covid. En fait, on entend que pour arriver à contenir les émissions de CO2, il faudrait un Covid par an. Est-ce que vous confirmez? Et à ce propos-là, je rajoute une question parce que j'ai vu que tu as réagi régulièrement sur la question du rapport à la science, en fait, puisqu'il y a un parallèle quand même qui peut être fait entre la... Université des océans. Puisque nous sommes le deuxième. Ah, c'est pas possible. Merci. Ça s'échauffe un peu en séance. D'accord. Alors, donc sur la première question... Attends, j'avais pas fini. On a été coupé. Oui, j'ai vu que tu réagissais sur la question des modélisations scientifiques en fait dans le rapport à la pandémie. Et est-ce qu'on n'a pas une comparaison à faire entre les modélisations dont on dispose sur le climat et la façon dont on les prend ou pas au sérieux? Alors, la première chose, donc le prochain rapport du groupe 1 du GIEC, vraiment sur la partie sciences du climat finalement, il sera rendu entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. La semaine dernière, les représentants de tous les pays se sont accordés pour ce calendrier et nous confient la possibilité d'adapter la manière de faire pour la dernière étape, c'est-à-dire l'étape d'approbation ligne par ligne de notre rapport, y compris en virtuel pour s'adapter au contexte de pandémie et de manière exceptionnelle. Donc c'est une grande confiance qui nous est accordée et un gros défi qui est devant nous. La deuxième chose, c'est donc le contenu. Bien sûr, je ne peux pas le dévoiler complètement. Je vous ai donné les grands axes. Donc l'évolution à grande échelle, ce qui est observé dans le contexte long, les causes, ce qu'on peut dire des évolutions à court, moyen, long et très long terme, la compréhension des processus pour le bilan d'énergie de la Terre, les rétroactions, la sensibilité du climat, le lien climat et qualité de l'air, avec les composés qui ont une courte durée de vie et qui peuvent être très toxiques dans l'air. On a également le cycle de l'eau, avec beaucoup de progrès sur la compréhension des enjeux pour l'eau dans un climat qui change, et ça concerne de manière très forte notre pays. Les enjeux sur le niveau des mers, ça concerne également beaucoup la France, toutes ses côtes, toutes les petites îles qui sont aux premières loges par rapport aux conséquences de la montée du niveau des mers. Et puis le cycle du carbone. Et enfin, donc, un zoom sur les événements extrêmes dans un climat qui change, sur la manière dont on construit l'information régionale, donc les méthodes, et puis sur secteur par secteur et région par région, quelles sont les caractéristiques d'un climat qui change, des moyennes, des extrêmes en fréquence, en intensité, mais aussi des valeurs au-dessus de certains seuils de tolérance. Et le fait que chaque région du monde, finalement, elle va faire face à un bouquet, une composite, en fait, de caractéristiques d'un climat qui change. Et c'est ça qui est important d'anticiper et de prendre en compte pour arriver à faire face aux conséquences inéluctables. Mais il y a bien sûr aussi la dimension de ce qu'il convient de faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre si l'on veut limiter le réchauffement à différents niveaux. Nous, on le regarde simplement du point de vue des flux mondiaux d'émissions, de la manière dont le cycle du carbone va y réagir. Et d'autres collègues dans d'autres groupes de travail dont les rapports seront rendus début 2022 font une analyse beaucoup plus fine des risques région par région, secteur par secteur et des options d'adaptation et des possibilités d'action dans chaque secteur d'activité, y compris du point de vue de la gouvernance, de la finance ou bien du point de vue des ruptures technologiques, des évolutions technologiques, des transferts de technologie, enfin, toutes les facettes qui vont façonner les options d'action, leur potentiel, leurs limites, leurs coûts, leurs co-bénéfices ou leurs effets indésirables. C'est comme ça, en fait, qu'on fait une évaluation la plus rigoureuse possible. Alors, il y a une question sur la partie Covid. Donc, pour arriver à contenir le réchauffement climatique à un niveau très bas, d'abord, il aurait fallu commencer un peu plus tôt,
chaque année où les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, chaque année où on ne transforme pas nos infrastructures, c'est en fait une inertie qui va être là et qui va continuer à s'exercer. Il y a une différence très forte entre la privation de liberté pour contenir une pandémie. Donc en fait, on a les mêmes usines, on a les mêmes voitures, les mêmes avions, tout le reste. On les bloque, et puis après, on repart avec les mêmes choses. Donc ça, c'est l'effet Covid. C'est une baisse des émissions de l'ordre de 5 à 7% au niveau mondial l'année dernière. Donc c'est un peu comme l'image que je donne, c'est l'atmosphère, c'est une baignoire qu'on remplit en ayant grand ouvert les robinets, 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Et pendant cette pandémie, on a un petit peu freiné, puis on a réouvert le robinet. Dans certains pays, c'est déjà reparti avec des effets rebonds à la hausse. La question qui se pose pour le climat, c'est pas la privation de liberté, c'est pas du tout la même chose. C'est en fait de transformer profondément chacun des grands systèmes, donc le système énergétique, le système de gestion des terres, de production alimentaire, les systèmes industriels, les systèmes des grandes villes, les systèmes urbains. C'est de maîtriser la demande en particulier en matériaux non renouvelables, la demande en énergie, et également la demande alimentaire qui a un fort impact sur les terres et sur les émissions de gaz à effet de serre. Le fait de construire des transformations et des transitions, c'est aussi en fait, ça demande d'innover. C'est des situations inédites, et donc ça demande de l'innovation qui soit technologique. Ça demande aussi de l'innovation sur les comportements, une forme de sobriété qui est importante, qui permet d'avoir des transformations plus rapides. C'est aussi de s'appuyer sur les services que nous rendent les milieux naturels. C'est aussi une forme d'innovation, de les reconnaître, de les valoriser, de préserver les milieux naturels, en particulier qui stockent du carbone. Et c'est aussi une forme d'innovation sur la vie démocratique pour ensemble délibérer et construire des transformations durables, profondes, qui vont s'amplifier, de sorte que ce soit juste et perçu comme juste. Ce point-là est fondamental. On le met en avant dans le rapport sur 1,5 degré. Le Haut Conseil pour le climat le met aussi en avant dans l'importance du projet de loi climat et résilience, parce que finalement, c'est une condition clé dans une vie démocratique pour qu'on puisse à la fois agir pour le climat, en préservant ceux qui sont les plus vulnérables, et en demandant une juste contribution à l'effort commun, tout en tirant au maximum parti des bénéfices qu'on aura à agir pour le climat. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. D'abord, juste avant, ouais, peut-être, excuse-moi Delphine de t'interrompre exceptionnellement et Valérie. Je voulais juste, parce qu'on a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe en hémicycle. Est-ce que c'est juste un concours d'éloquence? Donc là, on est dans la discussion générale. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon parle depuis plus d'une demi-heure. Hubert sortira tout à l'heure pour nous raconter ça. Donc, c'est une motion de rejet préalable. Donc, le groupe LFI demande à ce que le texte ne soit pas étudié en séance. Et donc, d'ici quelques minutes, je crois qu'il peut parler jusqu'à 40 minutes. Et ensuite, nous aurons un vote pour voir si majoritairement les députés veulent ou pas que le texte soit étudié. Pour notre part, je crois que les députés, nous nous abstiendrons parce que nous ne voulons pas nous opposer à l'examen du texte, même si on le trouve très insuffisant. Voilà, et donc les amendements, ça commencera peut-être tard ce soir, mais plus sûrement demain. Donc rendez-vous demain pour les amendements. Voilà, je vous repasse la parole, chère collègue Delphine. Oui, donc moi, je reprends les questions. Il y a Sylvie Caro qui demande, est-ce que c'est possible d'avoir des indicateurs chiffrés de performance en lien avec les lois, en fait, et de les assortir de moyens financiers? Ensuite, il y a Salvagraph qui demande, les températures actuelles sont hautes pour la saison. Est-ce qu'elles ne nous montrent pas qu'il faut faire plus qu'une demi-loi? Et qui demande aussi si tu as l'intention de faire un livre pour les enfants, je crois que tu en avais déjà fait, pour expliquer le changement climatique. Il y a des questions aussi pour savoir si tu es optimiste, si le GIEC travaille avec l'IPBES. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà pas mal. Oui, alors je n'avais pas rebondi sur la question d'avant sur le rapport à la science et la modélisation. Il y a quand même une chose très différente. Pour la modélisation du climat, c'est sur la base en fait de la compréhension de la physique des processus. Pour une pandémie, en fait, c'est plus empirique. On le cale sur les observations qui sont faites, on réactualise. Il y a une différence assez profonde. Et quand on regarde 30 ans après, on voit qu'en termes de climat, depuis les premiers travaux de la fin des années 90, la plupart des caractéristiques avaient été bien anticipées.
Et puis, on teste nos modèles de climat sur des climats passés très différents, ce qui est un point important par rapport à la confiance qu'on accorde à leurs projections. Et pour ceux qui s'intéressent à la partie France, il y a un portail très bien fait qui s'appelle DRIAS, les futurs climatiques de la France, qui combine les travaux de modélisation faits par l'Institut Pierre-Simon Laplace, Météo France, et qui permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture de cette information. Donc vous la trouverez là. C'est pas le GIEC qui fait ça, hein, c'est vraiment les centres de recherche français qui font un travail formidable pour construire une information qui soit la plus fine possible à l'échelle de la France. Alors pour la situation actuelle où il fait un peu doux, je ne peux pas répondre directement, mais si on regarde sur plusieurs années, plusieurs décennies, on voit qu'il y a un réchauffement important en France, plus que la moyenne planétaire. On est autour de 1,7 degrés, comme sur la plupart des continents, c'est plus que la moyenne planétaire. On a une forte augmentation de l'intensité, de la fréquence des vagues de chaleur à tous les mois de l'année. C'est particulièrement spectaculaire en été, mais on a aussi un décalage des saisons, en fait avec des conditions plus douces qui arrivent plus tôt, qui persistent plus longtemps. Et tout ça fait partie des caractéristiques d'un climat qui change, qu'il faut aider chacun à pouvoir voir. Et le site de Météo France qui s'appelle Climat HD, comme haute définition, est très bien fait parce que vous pouvez regarder région par région ce qui est observé et ce qui est attendu en fonction du niveau de réchauffement futur et donc de ce qui va être fait partout dans le monde. Alors à court terme, je ne prévois pas de faire un livre pour enfants parce que je n'ai pas du tout le temps pour l'instant. Mais ce que j'espère, c'est que beaucoup de personnes qui savent parler et expliquer les choses aux enfants, qui ont de la pédagogie, vont pouvoir s'appuyer sur ces éléments scientifiques les plus récents et les adapter pour les enfants. Et on a la chance d'avoir un office pour l'éducation au climat, OCE.global, qui est reconnu par l'UNESCO comme centre de ressources et qui a pris les récents rapports du GIEC sur 1,5 degré, sur les terres, sur l'océan et les glaces, et qui en a fait une adaptation comme ressource pour des enseignants pour utiliser en classe. Ça peut être aussi utilisé par des parents s'ils le souhaitent. Donc là, il y a eu un travail vraiment formidable pédagogique qui a été fait. Alors pour les lois, donc en tout cas au niveau du Haut Conseil pour le climat, ce qu'on a recommandé très nettement, c'est de renforcer la capacité d'évaluation avant qu'une loi soit mise en place, mais également lorsque des décrets, des modifications de projets de loi sont introduits, d'être capable d'évaluer ce que ça va impliquer vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, soit quantitativement, soit qualitativement. C'est-à-dire, est-ce que c'est neutre pour le climat? Est-ce que c'est néfaste? Ou au contraire, est-ce que ça va dans la bonne direction? Et par rapport à ça, ce qu'on a également souligné, c'est l'importance de ne pas le faire comme ça par rapport à l'actuel, mais toujours en référence à la stratégie nationale bas carbone, pour voir si on a à la hauteur des engagements, s'il faut aller plus loin ou si au contraire c'est beaucoup trop frileux. Et donc je ne peux pas répondre sur la question des moyens financiers, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans certains pays, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup plus en fait de gens formés à la recherche et à la science qui sont en appui des travaux du Parlement sur un certain nombre de sujets. Je sais qu'en France, bon, bien sûr, il y a l'Office parlementaire pour les choix scientifiques et technologiques, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un clivage et que les compétences qui existent en France, d'un point de vue même des méthodes d'analyse ou autres, ne sont pas forcément mobilisées au niveau du Parlement. Ouais, bah ça, on peut confirmer, on peut totalement confirmer. En fait, par exemple, il y a des amendements qui ont changé le type de logement considéré comme très performant. Donc, considérant les logements C comme très performants, c'est totalement contraire en fait à la stratégie bas carbone et c'est présenté et voté sans évaluation ou sans étude d'impact, alors que ça a des incidences très importantes sur la prévision des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment en 2050, par exemple. Donc, on a vraiment un gros problème de ce point de vue. Et c'était déjà le cas pour les lois mobilité ou pour les lois qui touchaient à l'alimentation. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être renforcé, mais je n'ai pas du tout, moi, les moyens d'y répondre. Alors, est-ce que le GIEC travaille avec l'IPBES? Donc, l'IPBES, c'est l'équivalent pour la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, on a eu un atelier de travail commun récemment qui va produire un compte-rendu d'atelier de réflexion. Ce n'est pas un rapport, en fait. Hein, c'est vraiment pour essayer de cartographier les interactions, en fait, entre la partie biodiversité, écosystème et la partie climat. Sachant que, par exemple, certaines options d'action pour le climat, si on veut mettre des forêts partout à la place de terres agricoles, ou si on veut des cultures, des monocultures pour faire de l'énergie à la place de forêts primaires ou à la place de zones cultivées, ça peut aussi entraîner des risques majeurs par rapport à la préservation des écosystèmes. Donc c'est important d'avoir cet espace-là d'interaction. Dans le rapport qu'on a rendu sur les terres, on a vraiment pris en compte
un certain nombre d'enjeux, donc désertification, dégradation des terres, sécurité alimentaire, climat et biodiversité, de manière intégrée. Et le retour, c'est que c'est ce dont les personnes en situation de prise de décision ont besoin. Ils préfèrent avoir cette vision intégrée qui montre là où on gagne sur tous les tableaux, puis là où on peut avoir des risques d'effets indésirables ou de compromis, pour avoir une vision d'ensemble plutôt que d'avoir des approches sectorielles qui peuvent parfois avoir des effets indésirables. Je précise pour la personne qui me demande la question de ma connexion que je suis sur le plateau de Saclay avec un très moche bureau, je peux vous le montrer en fait, hein, je ne sais pas si je peux faire pendant la Non, connexion. c'était une question humoristique pour savoir si tu avais la 5G avec des si belles montagnes derrière toi. Alors voilà, je vous montre mon bureau tel qu'il est vraiment. Voilà, donc c'est un préfabriqué dans lequel se situe mon équipe sur le plateau de Saclay. Et donc je préfère avoir un joli paysage derrière moi. Je pense que vous le comprendrez. On est totalement d'accord. On veut que tu nous remettes la montagne. Ok, voilà. Comme ça, on voyage un peu virtuellement. Excellent. Alors, il y avait une question sur les médias, en fait. Quand vous voyez une de journal comme celle du Parisien d'aujourd'hui, qui porte sur le succès des véhicules diesel sur le marché de l'occasion, que pensez-vous globalement Est-ce que vous pensez globalement que les journalistes et les médias sont actuellement à la hauteur des enjeux en matière d'information sur les changements climatiques? Je relis cette question avec ce qu'ont dit beaucoup de membres de la Convention citoyenne qui ont dit le premier jour ou le deuxième, je ne sais plus, on a entendu Valérie Masson-Delmotte et on s'est pris une baffe. On a atterri en fait dans les enjeux et donc qui ne se sentaient pas précédemment informés au même niveau en fait qu'après avoir entendu expliquer en détail les données. Bah, c'est une vraie question, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a un manque d'émissions grand public régulières qui construisent en fait un socle de connaissances auprès du grand public en faisant confiance à l'intelligence, à la curiosité des gens. On ne l'a pas sur le changement climatique, on a des patchwork sur différents aspects, mais on n'a pas un rendez-vous régulier qui permet de le faire. On n'a pas non plus des émissions qui permettent de comprendre comment agir. Le carbone, c'est invisible, on ne sait pas en fait ce qui émet le plus de gaz à effet de serre ou pas. Et donc des émissions qui permettent de le donner à voir, des émissions qui permettent de voir quand on a une petite épargne, eh bien, si on la met pour rénover son logement, comment le faire le plus efficacement possible. Si on s'intéresse à la cuisine, comment cuisiner sain et de manière à réduire son empreinte sur l'environnement. En fait, je trouve qu'on manque vraiment de manière importante du fait de prendre à bras le corps ces enjeux et aussi de montrer pas simplement les enjeux, leur sévérité, mais aussi les leviers d'action qu'on a tous, chacun chez soi, et qui sont importants à mobiliser. Et ce qui me frappe dans le traitement de l'actualité sur le climat par les médias, c'est que c'est souvent dans une boîte. Et donc, on ne fait pas les connexions entre les différentes boîtes. On ne fait pas le lien entre un sujet qui va parler d'autre chose en le situant dans le contexte des enjeux pour le climat. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça pourrait être fait en ayant une attention particulière sur cette question-là. Un quotidien en ligne britannique comme Le Guardian le fait vraiment, en fait. Il y a une vision d'ensemble de comment chaque élément se situe par rapport à l'enjeu climat et aux autres enjeux qui sont également, bien sûr, importants. En lien avec cette question, il y a Pierre Dédé qui demande comment passer à l'échelle de ce qu'ont vécu les 150, la fresque du climat pour tous et toutes, l'enseignement, les citoyens, les salariés, la fonction publique. On commence par les députés, met-il avec un point d'interrogation. Alors, en fait, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis aussi. Donc, il y a bien sûr ce qu'on construit dans le cadre de l'enseignement, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, dans les programmes du supérieur, dans les programmes des formations professionnelles. Mais là, ça touche plutôt les plus jeunes et ils n'ont pas les leviers d'action aujourd'hui, ils ne sont pas aux manettes. Donc, comment on touche ceux qui sont aux manettes? Il y a des enjeux de formation continue. Peut-être qu'il y aurait besoin de demander, quand on est élu, de se former sur ces enjeux qui sont importants quand on n'a pas soi-même eu la chance de bénéficier d'un enseignement, d'une formation relativement construite. L'enseignement actuellement, il est particulièrement, il mériterait d'être fortement renforcé dans toutes les écoles qui forment à la haute fonction publique. Par exemple, pour les cadres de la fonction publique, il y a un travail qui est en cours, mais qui reste très frileux parce que l'idée, c'est de glisser un petit bout sur les enjeux transition, climat, biodiversité dans les formations existantes, mais comme quelque chose en plus, sans l'intégrer, sans construire non plus les compétences dont on aura besoin pour pouvoir porter ces aspects-là.
Et j'ai fait intervenir en fait devant des enseignants, des étudiants de Paris-Saclay. Nous, on a monté un module développement durable à l'université Paris-Saclay qui touchait plusieurs milliers d'étudiants, quelle que soit leur formation, qu'ils fassent du sport ou de la médecine ou du droit ou des sciences. On a essayé de le faire, on a le retour d'expérience. Il y a vraiment un intérêt très fort des étudiants, c'est frappant, différent selon leur formation plutôt en humanité au lycée ou plutôt en sciences. On voit bien les difficultés. Et ce qui était très frappant, c'est quand on a fait intervenir dans cette formation, dans la discussion sur ce qu'est une transition juste, un des citoyens de la Convention climat, et lui il disait « mais nous on a été des privilégiés, on a eu le temps pour plusieurs week-ends de sortir de notre vie quotidienne, de réfléchir à ces enjeux, d'interroger des gens, de lire, de croiser nos opinions, de se forger notre avis, et de réfléchir aux solutions qu'on veut porter, comment faire en sorte que tous les Français aient la chance de pouvoir le faire. Comment faire en sorte pour engager cette conversation, pour donner le temps à chacun de s'approprier ces enjeux. Et je pense que vous avez certainement tous des idées pour cela. Moi, je pense qu'il y a vraiment besoin de renforcer les compétences de ceux qui sont aujourd'hui aux fonctions de décision. Et parfois, ça se fait plus vite dans le secteur privé que dans la gouvernance publique. Dans certains secteurs d'activité, les chefs d'entreprise, s'ils ne comprennent pas les enjeux carbone, ils ne peuvent pas continuer parce que c'est quelque chose qui façonne, par exemple, le monde des acteurs de l'énergie en Europe, ou bien la gestion de l'eau, pour donner 2 exemples, ou même la gestion des forêts ou d'autres aspects. Et je pense que c'est très important qu'il y ait des possibilités de formation de très haut niveau, adaptées à la manière dont travaillent en particulier les élus, qui puissent leur permettre de s'approprier ces enjeux-là. Plutôt que de recommencer chacun à se former tout seul, un peu à tâtons, je pense que ça serait vraiment important d'avoir des espaces collectifs pour cela. Alors, il y a une question de Lorenzo, 78 700. Bonjour, je pense qu'il est déjà trop tard pour un changement climatique radical d'ici la fin de ce siècle. Pensez-vous qu'il faille quand même se battre tout de même pour adoucir la pente? Première chose, donc sur le changement qui est déjà là, on ne peut pas revenir en arrière. On a rentré déjà de la chaleur dans l'océan, on ne peut pas revenir en arrière. Et sur la réaction des glaciers qui va prendre du temps, la propagation de la chaleur au fond de l'océan, la réponse des calottes de glace, il y a une partie qui est inéluctable, c'est-à-dire la montée du niveau des mers, qui a démarré, qui s'est accélérée ces derniers 30 ans, elle va se poursuivre inéluctablement sur des échelles de temps de siècles ou davantage. Par contre, et un point qui est très important, c'est que l'évolution future de la température à la surface de la Terre, beaucoup d'impacts y sont proportionnels en fait, beaucoup de risques sont liés à ça. L'évolution de la température à la surface de la Terre, elle ne va pas être façonnée par l'inertie du système climatique. Si on arrêtait tout demain, il n'y aurait quasiment pas de changement à l'échelle de quelques décennies. Qu'est-ce qui va façonner l'évolution future du climat? C'est les émissions qu'on va faire. L'inertie, elle est où? Elle n'est pas dans le fonctionnement du climat pour ça, elle est dans les infrastructures qui existent. Les véhicules, les chauffages, les usines. Plus on les transforme vite, plus en fait on va permettre une baisse rapide d'émissions et on va pouvoir limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Il y a quelques points qui sont préoccupants. Par exemple, plus le climat change fort, plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus en fait l'océan va en garder, les sols, les plantes vont en stocker, mais en proportion qui risque de se réduire. Donc ça, c'est important à anticiper. C'est-à-dire, si on rentre dans un climat qui change fort parce qu'on a émis beaucoup, on risque de perdre de la marge de manœuvre parce que l'océan, la végétation et les sols auront une capacité relativement moins efficace de stocker du carbone. Donc ça, c'est un point aussi qui renforce l'importance d'agir maintenant pour faire avec cette capacité de stockage des écosystèmes quand elle est la plus forte et pas rentrer dans un territoire où elle sera réduite, moins efficace, ce qui risque de limiter notre marge de manœuvre. Donc moi, je pense que un des messages clés du rapport 1,5 degré, c'était à quel point chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte. Pour moi, il n'y a pas un seuil où d'un côté on est sûr et de l'autre côté on est dans une zone de danger. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire, ça va provoquer en fait des dommages, des risques d'effets graves sur les sociétés humaines, sur les écosystèmes, et ça augmente à mesure de l'ampleur du réchauffement. Donc tout ce qu'on fait pour limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible, c'est important. Pour ça, c'est évident que chaque année compte, c'est-à-dire chaque année où on ne fait rien, c'est un cumul plus élevé de CO2, ça impliquera un réchauffement plus important. Sur la manière d'agir, chaque tonne de CO2 évitée compte. C'est vraiment important de le mesurer, et on peut le relier aussi à des conséquences sur la fonte des glaciers ou le recul de la banquise arctique.
Donc peut-être arriver à faire évoluer la discussion sur comment éviter chaque tonne de CO2, comment faire en sorte que les décisions qui sont prises, en particulier structurantes dans un projet de loi climat qui est le dernier de ce quinquennat, comment faire en sorte que ça nous mette sur la bonne trajectoire pour faciliter cela sur l'horizon qui est celui des engagements de cette loi et qui va jusque 2030, si je ne me trompe pas. Ok, alors il y a mes collègues qui me disent priorité au direct. Donc en séance, je crois qu'on va avoir. Ne bouge pas, Valérie, hein, il y a encore des questions. Il va y avoir le vote de la motion de rejet. Donc je ne sais pas si on peut remettre. Mathieu est là, il arrive. On est là, on est avec Hubert, regardez. Voilà, racontez-nous un peu ce qui se passe là. Eh ben, Hubert, est-ce que tu es là? En tout cas, moi, je vais... Vas-y, Hubert, et après, je ferai la démonstration pratique, si tu veux. Eh ben, non, mais on va voter la motion de rejet qui a été présentée par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, les groupes sont en train d'expliquer chacun ce que chaque groupe va voter. Est-ce qu'ils votent pour la motion, c'est-à-dire que le texte... ils veulent que le texte ne soit pas étudié, ou est-ce qu'ils votent contre et donc que l'examen du texte en séance ait lieu. Et donc, Hubert va vous montrer tout à l'heure. Donc là, on est dans l'explication de vote du groupe LREM. On vient de finir avec l'explication de vote du groupe de la gauche et donc du Parti communiste. Et donc, dans quelques minutes, tous les députés présents en séance vont pouvoir voter. J'ai l'impression que c'est un vote à main levée parce qu'on n'a pas eu la cloche pour annoncer un scrutin public. Mais comme il reste une ou deux explications de vote, c'est possible. Traditionnellement, sur les motions de rejet préalable, il y a un scrutin public. Et si vous voulez, je sortirai après le vote pour vous raconter un peu ce qui s'est dit pendant les débats effectivement sur la motion de rejet de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire le long discours de plus de 35 minutes de Jean-Luc Mélenchon. Oui, je l'ai enlevé tout de suite. Donc le long discours de Jean-Luc Mélenchon sur la motion, donc pour défendre sa motion de rejet, et les réponses à la fois de la ministre, des rapporteurs, et les interventions de certains groupes qui ont expliqué pourquoi ils ne voteraient pas la motion de rejet. Voilà. Je vous propose de vous expliquer ça peut-être plutôt à l'extérieur de l'hémicycle. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans la légalité. Là. Ce sera mieux pour le son. Ouais. Voilà. Donc à tout. Merci Hubert, merci Mathieu. Alors, on revient avec Valérie. Il y avait une question, c'est compte tenu de l'inertie climatique, ne pensez-vous pas que nous devrions être beaucoup plus ambitieux et ambitionner d'atteindre la neutralité carbone dès demain ? Donc ça, c'est une des questions. Et encore des questions en fait sur la prise de conscience. Comment convaincre les Français qui pourraient dire ça sert à rien, ça nous concerne pas, par exemple quand l'Amazonie brûle, que le changement climatique est réel et qu'il faut agir. Renforcement des pouvoirs judiciaires et sanctions contre l'orpaillage illégal, mais aussi des outils concrets pour les maires et les collectivités locales. Il faut mettre ton micro, Valérie. Oui, donc sur la première question qui portait sur le niveau d'ambition, je pense en fait que c'est aussi la question de comment on arrive à transformer en profondeur nos sociétés en assurant une vie décente et digne pour chacun. Donc ça veut dire préparer par exemple la reconversion de ceux dont l'emploi peut être menacé quand on transforme les activités, donc ça prend aussi du temps. Voilà, donc il y a cette dimension qui est importante dans l'échelle de temps et l'ambition c'est important, mais la capacité à mener les choses, à mettre en œuvre et à le faire de manière efficace, c'est la clé. Et pour ça, il y a besoin d'embarquer tout le monde. Je pense que c'est un point qui est important. Il y a besoin de construire, en fait, pas simplement l'ambition, mais le chemin. Comment on y arrive, comment chacun s'y retrouve, comment on va maintenir une activité économique, les emplois qui en dépendent, en construisant les conditions des emplois de demain qui ne seront pas délocalisables. Et là, il y a une opportunité qui est importante sur la manière de pas simplement proposer des petites actions à droite à gauche, mais avoir une vision vraiment stratégique d'ensemble, penser sur une échelle de temps qui est de l'ordre de 5, 10, 15 ans au moins.
Après, j'ai vu aussi qu'il y avait une question qui était posée sur plutôt le comment. Par exemple, comment on fait pour avoir une information sur les produits des entreprises. Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui font leur propre bilan carbone, qui le font parfois sur plusieurs périmètres, des périmètres assez larges, y compris l'usage qu'on va faire de leurs produits. Et la transparence sur cette information, elle est, à mon sens, fondamentale. C'est-à-dire que ce soit des engagements vérifiables, mesurables, vérifier s'ils sont cohérents avec les trajectoires, par exemple, européennes, favoriser les entreprises qui font ce travail-là. Et c'est pas simplement les entreprises auxquelles on pense directement, ça peut être aussi les acteurs des banques, de l'investissement, de la finance, qui jouent un rôle déterminant dans les moyens qui vont aller soutenir les secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre ou au contraire favoriser ceux qui sont porteurs de rupture, d'innovation et de solutions. Alors, il y a un point qui revenait, c'était les discours qui justifient l'inaction. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Quand on parle à quelqu'un qui, finalement, a une aversion au changement, il y a un ensemble de discours de l'inaction qui reviennent. Et ce que je vous encourage à faire, c'est à avoir en tête la cartographie de ces discours de l'inaction. Donc, il y a une première catégorie qui est de dire on n'y arrivera pas, on baisse les bras, le changement est impossible, on va vers une catastrophe, on se replie sur soi, puis on est un peu cynique et on laisse faire le monde. Ça, c'est une catégorie de discours de l'inaction qui existe. Il y a une deuxième catégorie qui est de mettre en avant les effets indésirables, chercher une politique parfaite, faire souligner à quel point les énergies fossiles sont importantes pour le bien-être humain, le développement, et montrer à quel point ça pourrait être délicat par rapport à la pauvreté, en oubliant le fait que le changement climatique lui-même est un amplificateur très fort des inégalités ou de la pauvreté. C'est également parfois certains appels à la justice sociale qui mettent l'accent sur, qui suggèrent que des politiques ambitieuses pour le climat et l'environnement pourraient être contraires à la justice sociale, alors que finalement, si on n'a pas de politique ambitieuse pour agir pour le climat, ça veut dire qu'on laisse les gens face à des risques croissants d'un climat qui change, pour lequel les personnes les plus vulnérables ont le moins de capacité à agir, à rebondir. Dans les discours de délai, de l'inaction, il y a ce qui est souligné là, c'est-à-dire le fait de dire bon bah moi c'est rien, c'est la responsabilité des autres. C'est aussi une manière de se rassurer pour ne pas toucher à son propre confort ou à son propre déni. Donc il y a l'idée par exemple là de dire nous on pèse rien par rapport à un autre pays. Alors qu'en fait, le poids du style de vie en France est parmi les poids importants dans le monde. On fait partie de ceux qui contribuent beaucoup au niveau mondial aux émissions de gaz à effet de serre quand on prend en compte l'effet net de ce qu'on fait en France et de ce qu'on importe. Il y a aussi l'idée parfois de redéplacer la charge de l'action, non pas des gouvernements, des collectivités locales, des élus, mais vers les individus. Donc, au lieu de dire « nous, on assume et on met en place ce pourquoi on est là », construire dans l'intérêt commun, c'est la responsabilité des individus ou des consommateurs. Ça fait aussi partie de ces discours de l'inaction. Et puis, il y a enfin une forme de discours de l'inaction qui est particulièrement dommageable, je pense. C'est celui qui promeut en fait des petites choses graduelles et pas du tout transformatives. Donc, le fait de se dire on va se reposer sur l'évolution technologique sans faire d'efforts, ou bien on va annoncer des objectifs très ambitieux mais sans mettre l'action à hauteur de ces objectifs. Ou bien on va juste mettre des encouragements mais rien de contraignant pour essayer de construire une action de groupe pour le climat. Et ça fait aussi partie en fait d'un discours de l'inaction climat parce qu'on a besoin, si on veut vraiment agir pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, de changements structurels et profonds. Et donc l'ensemble de ces discours sont des discours de l'inaction. Si vous arrivez à les cartographier et expliquer à votre interlocuteur dans quelle case il se situe, ça permet parfois de dépassionner la discussion, de sortir de cette posture et d'arriver à discuter de l'action qui est possible à faire et de ce que chacun a envie de faire, peut faire ou de ce qu'on souhaite collectivement porter. Valérie, il y a une question physique en fait sur ce que deviennent les gaz à effet de serre une fois qu'ils sont dans l'atmosphère et la durée comparée entre le méthane, le CO2, le protoxyde d'azote. Donc, il y a des questions factuelles là-dessus.
Oui, tout à fait. Alors, le méthane, en fait, quand on le met dans l'atmosphère, il a un effet de serre très important, mais sur une durée de vie d'environ 10-20 ans. Et ensuite, en fait, ce méthane est détruit par l'interaction avec le rayonnement solaire et la chimie de l'atmosphère. Et il devient une quantité infime de CO2. Pour le dioxyde de carbone, on dit souvent qu'il y a une durée de vie d'environ 100 ans, c'est faux. Donc sur ce qu'on met dans l'atmosphère maintenant, très vite, en fait, il y en a à peu près la moitié qui est repris par l'océan, la végétation et les sols, et environ 45% reste dans l'atmosphère. Cette proportion est stable depuis environ 60 ans. Et ce qui reste dans l'atmosphère, puisque en fait, on en émet beaucoup plus que ce que les puits naturels sont capables de stocker, ça va continuer à rester dans l'atmosphère. Les émissions suivantes vont s'y accumuler. Et on estime que 15 à 40% de ce qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui continuera à avoir un effet sur le climat à une échelle de temps de l'ordre de 2000 ans. Donc on peut le voir comme une sorte de déchet à longue durée de vie dans l'atmosphère. L'échelle de temps de 100 ans, c'est quelque chose qui est utilisé pour comparer l'effet sur le climat avec différentes approches pour le faire, de différents gaz qui n'ont pas les mêmes caractéristiques sur un certain horizon de temps. On utilise souvent le pouvoir de réchauffement global à une échelle de 100 ans, mais il y a d'autres métriques à échelle de 20 ans ou qui imitent mieux l'effet sur le climat de différents gaz qui existent, mais chacune a des limites et des avantages et peut parfois être perverse. Si on regarde à horizon 100 ans, on va favoriser l'utilisation de méthane à court terme, ce qui peut être en fait très néfaste pour l'action pour le climat, parce qu'on a besoin aussi de réduire les émissions de méthane. Près de 100 milliards d'euros sur la période 2014-2039, selon une étude de la Fédération nationale de la... Alors, quoi de neuf en séance? Je ne sais pas si Mathieu nous entend. Oui, comme en séance, le son n'est pas très bon. Ce qu'on vous propose, c'est que Hubert ressorte. Ok. D'accord. Ce texte permettra-t-il de respecter les accords de Paris, de limiter le réchauffement climatique? Alors, de respecter la stratégie nationale. Alors, il y a une question. La position du gouvernement est sur ce dernier discours, avec le stockage du carbone, avec le nucléaire, l'arrivée de l'hydrogène. On va s'en sortir. Est-ce qu'il y a un avis scientifique sur ces discours? Mais je pense que Valérie, tu l'as déjà un peu donné. Quand on prend en compte, quand on regarde l'ensemble des trajectoires qui sont produites plutôt par des spécialistes de l'économie, des transformations, et qui permettent de contenir le réchauffement, en fait, il y a un ensemble de ces trajectoires qui intègrent le captage et stockage du CO2 sur les grosses infrastructures qui vont pendant longtemps encore dépendre du charbon, des secteurs en fait industriels lourds, très difficiles à décarboner. Là, le captage et stockage peut faire partie des solutions. Il y a en fait des besoins de rupture dans certains aspects pour le transport. Alors, ce n'est pas forcément seulement l'hydrogène, ça peut être aussi, par exemple, pour l'aviation, des fuels synthétiques. Ça peut être aussi d'autres options dans différents types de transports, peut-être de l'hydrogène, mais de l'hydrogène dont la production ne conduit pas à rejeter des gaz à effet de serre. Donc, de l'hydrogène bas carbone, ce n'est pas le cas de l'hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui dans le monde. Donc on a besoin de ces aspects-là, mais si en fait dans le monde, on a une demande en énergie, une demande en matériaux non renouvelables, une demande en protéines animales qui ne fait qu'augmenter partout dans le monde, alors en fait, même ces solutions technologiques, même déployées rapidement et à grande échelle, elles ne pourront pas être déployées suffisamment vite pour arriver à baisser, à avoir un effet rapide sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que dans les analyses des rapports du GIEC, on ne met pas uniquement l'accent sur les ruptures technologiques ou les solutions technologiques, mais aussi sur l'évolution des comportements, des styles de vie, qui en fait contribuent aussi de manière importante aux trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui était intéressant dans la réflexion, je trouvais, des citoyens des conventions climat, il n'y en a pas eu qu'en France, il y en a eu en Irlande, il y en a eu au Royaume-Uni, c'est aussi des choses qui ressortaient avec une forme de bon sens, qui met un pas de côté par rapport à un consumérisme croissant et qui s'interroge sur finalement ce qu'on veut construire dans l'intérêt commun et qui permet de vivre bien. Je trouvais que la réflexion des citoyens, elle apportait un autre regard que ce qui était parfois porté par disons, certains secteurs d'activité. On a Hubert qui a dû sortir de... Tu es là, Hubert, ou pas? Hubert, en fait, va rester là parce qu'il y a un scrutin public et donc, on te laisse expliquer, Delphine. Il y a un scrutin public et donc, d'ici
5 minutes. Donc, si Delphine ou l'un ou l'autre d'entre vous peut expliquer ce que c'est. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer le bouton de vote. Ok. Donc, en fait, donc là, vous avez vu qu'il y a des orateurs ou des oratrices qui parlent depuis leur place et d'autres à la tribune. En fait, quand il y a des explications de vote, chacun peut faire ce qu'il veut. Et comme là, tout est perturbé par rapport aux règles habituelles, parce qu'on est en temps programmé, d'habitude, les explications de vote, c'est 2 minutes. Et là, en fait, les groupes, ils peuvent complètement déraper. Ils peuvent, s'ils veulent, faire une explication de vote de 30 minutes ou de 40 minutes, aller à la tribune. Donc, c'est un mode de fonctionnement très différent du débat parlementaire classique. Ensuite, sur les façons de voter, il y a 3 façons de voter à l'Assemblée nationale. Bon, il y a un main levée, en levant la main. Il y a le vote électronique par scrutin public qui permet de savoir qui a voté quoi, c'est-à-dire qu'après va être publié sur Internet le nom des députés et de leur position de vote. Et quand il y a un vote à main levée qui est un peu confus, on peut faire ce qu'on appelle un assis et debout. Donc, en fait, le vote est appelé en demandant aux députés qui sont pour de se lever pour pouvoir recompter et être sûr du résultat du vote. Donc, là, c'est le vote sur la motion de rejet qui va avoir lieu donc, par scrutin public, c'est-à-dire par vote électronique. J'annonce le scrutin avant de vous donner la parole, puisqu'il faut 5 minutes de délai. Madame Petit. Alors, on peut revenir aux questions avec Valérie. Oui, Valérie, il y a des débats sur la publicité. Tu évoquais là les propositions de la Convention citoyenne. Est-ce qu'il y a des propositions qui t'ont paru particulièrement nouvelles en fait dans le débat public sur les mesures à prendre sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique et qui t'ont surpris qu'est-ce que tu penses des entreprises qui sont engagées ou qui pratiquent le greenwashing? C'est une question qui vient d'arriver. Ce que je peux dire, c'est que souvent, en fait, dans les réflexions des citoyens, ce qui ressort, c'est finalement des injonctions contradictoires et même une dissonance profonde entre ce qu'on devrait faire pour arriver à limiter notre empreinte environnementale, climat, biodiversité, pression sur les terres et autres, et puis les injonctions qui viennent par le cadre du marketing publicitaire, qui en fait souvent promeut un style de vie qui, lui, a une empreinte environnementale très élevée. Et quand on regarde dans le monde, il y a 3 facteurs qui ont tiré à la hausse les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a l'évolution démographique, il y a le niveau de vie qui monte, qui permet d'avoir une consommation plus importante et qui n'est pas découplée des émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, il y a le fait d'avoir une montée en puissance de véhicules très lourds, type SUV, et donc qui ont une empreinte à la production et une consommation de carburant plus élevée que des véhicules qu'on pourrait faire aujourd'hui beaucoup plus performants et légers. La deuxième chose, c'est l'augmentation de la demande pour les déplacements en avion qui, jusqu'à la pandémie, a tiré vers le haut de manière très forte les émissions de ce secteur. Et puis également la consommation de viande dans le monde, je ne parle pas pour la France, mais vraiment au niveau mondial, qui a fortement augmenté et qui façonne en fait indirectement des filières de production qui conduisent parfois à remplacer des systèmes naturels par des systèmes agricoles pour alimenter simplement le bétail qui ensuite va nourrir les gens, et en contradiction avec les recommandations nutritionnelles qui sont très claires sur ce qui permet de vivre longtemps et en bonne santé, et c'est une alimentation diversifiée avec, si on le souhaite, un peu de protéines animales, mais aussi beaucoup de protéines végétales, des céréales complètes, des légumineuses, des graines, etc. Voilà, donc il y a cette question qui est posée des injonctions contradictoires qui sont parfois source de malaise pour beaucoup de personnes. Et donc sur les entreprises, il y en a certaines qui sont engagées en cohérence, qui font un travail de fond, qui s'en sortent en fait sur l'année dernière catastrophique d'un point de vue économique, plutôt mieux que les autres. Et puis vous avez des entreprises qui investissent parfois davantage dans une publicité astucieuse pour se donner une bonne image que dans le travail de fond. Mais je pense que ça va être de plus en plus contre-productif. C'est-à-dire très rapidement, comme il y a une exigence forte de la part de chacun de transparence, des interpellations très rapides qui arrivent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose en fait
qui peut très rapidement se retourner contre les entreprises en question. Et enfin, Alors, ça y est, c'est le vote, les amis. il y a une exigence de plus en plus grande du point de vue des investisseurs sur la transparence des entreprises, en particulier sur des aspects qui C'est le touchent, vote, par les exemple, amis. à leur bilan carbone. Il y a aussi cette pression-là qui s'exerce. Et puis enfin, il y a également la pression des employés, des salariés dans les entreprises, qui cherchent aussi souvent à contribuer aux solutions, et pour qui c'est très difficile de voir parfois des entreprises qui restent figées avec un impact environnemental très négatif. Merci, merci beaucoup Valérie de ton temps. Je crois que tu avais dit que tu nous consacrais 1 heure. Si tu avais un message à adresser à la fois peut-être aux jeunes, aux citoyennes et aux citoyens qui ont marché hier pour le climat, d'une part, et puis d'autre part aussi aux députés et députés qui, là, vont être dans l'hémicycle, vont devoir se prononcer pendant 3 semaines sur toute une série de décisions importantes. Alors à ceux qui ont marché, j'en ai fait partie hier, hein, dans l'Essonne où j'habite, dans le respect des distances et tout le reste. En fait, personnellement, vraiment à titre très personnel, ça fait partie des choses qui rendent optimiste, hein, en fait. Le fait qu'une partie importante des gens s'approprient ces enjeux-là, ont envie d'agir ensemble, exercent aussi leurs droits de citoyens dans la vie républicaine, dans la vie démocratique, pour se montrer, pour interpeller aussi les élus, parfois créer des associations, créer des mouvements collectifs et transformer la prise de conscience, la motivation en quelque chose qui devient plus tangible en termes d'action. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est formidable, en fait, cette énergie collective. Et puis, par rapport, la deuxième question, c'était par rapport aux parlementaires, c'est ça? Oui, aux députés qui vont travailler là, pas seulement nous, mais tous les députés. La première chose, c'est que je pense que la protection de l'environnement, pour moi, en fait, comme citoyenne, ça doit faire partie des valeurs de la République. Pour moi, ça fait partie des choses du bien commun qu'on construit ensemble, collectivement, et qu'on transmet aux plus jeunes. Ça fait partie aussi de notre responsabilité et de notre héritage, sur le fond, vraiment. Et la deuxième chose, c'est, je vous en prie, tenez compte du rapport, en particulier du Haut Conseil pour le climat, des recommandations. S'il vous plaît, faites en sorte que les engagements internationaux de la France, dans le cadre de l'Europe, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, finalement soient intégrés, et que ce projet de loi climat, permette de mettre en œuvre cette stratégie nationale bas carbone de manière efficace et à hauteur des enjeux. Merci beaucoup Valérie du temps consacré. Je pense qu'on peut, on peut tous te remercier et dire à quel point vraiment l'éclairage scientifique, l'éclairage du Haut Conseil pour le climat, tous les rapports que tout le monde ne lit pas, nous les lisons et nous essayons de les porter, de les faire avancer et de nous appuyer sur une argumentation qui est basée sur les faits et sur les connaissances scientifiques. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venus à ce débat sans filtre, et merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions, qui peuvent continuer d'en poser. On va revenir à la séance. Donc, au revoir Valérie, à bientôt. Donc, en ce moment, en séance, vous voyez, il y a une suspension de séance. Alors, peut-être les collègues qui ont suivi peuvent donner les résultats des votes sur la motion de rejet, nous dire quel groupe a voté quoi. Hubert, tu as du son? Bougez pas trop en salle de la Croix parce que la connexion n'est pas très bonne. Alors là, je suis dans la salle des 4 colonnes. Vous voyez, d'ailleurs, Mathieu est avec LCP là, derrière moi. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc, parce que je suis rentré dans l'hémicycle il y a à peu près 45 minutes, et donc Jean-Luc Mélenchon commençait effectivement à défendre sa motion de rejet. Alors, je n'ai pas tout écouté, donc je ne sais pas si Delphine a un petit peu expliqué ce qu'est une motion de rejet, mais
savez, quand, voilà, en début d'examen, il peut y avoir une motion de rejet, une motion de renvoi en commission. Donc là, effectivement, c'est une motion de rejet. Et donc, on a droit quand même à 40 minutes. Donc, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a parlé pendant près de 40 minutes, 35 minutes, effectivement, pour dénoncer les ravages, effectivement, qu'engendre le système capitaliste actuel sur les océans, sur les forêts. Et donc, il a pris évidemment plein d'exemples et a dénoncé le capitalisme, le big pharma comme étant les causes essentielles de ces ravages. Un long chapitre sur la déforestation importée et sur évidemment la non-conformité du texte aux engagements de la Convention citoyenne pour le climat. Et ce fut donc ensuite le tour, évidemment, des réponses d'abord de la ministre Barbara Pompili, du rapporteur du projet de loi Cazeneuve sur effectivement. Alors c'était assez intéressant, je ne sais plus si c'est Cazeneuve ou la ministre qui a dit qu'au fond, cette motion de rejet était une insulte aux manifestants d'hier, puisque les manifestants d'hier manifestaient pour le climat, et donc que cette motion de rejet, au fond, c'était ne pas vouloir qu'on débatte des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, la proposition de Mélenchon de motion de rejet était finalement une insulte aux manifestants d'hier. C'était assez savoureux comme argumentation. Et puis, voilà. Et donc, pardon, parce que pour revenir en fond sur la conclusion de Mélenchon, c'était que suite à toute cette dénonciation, eh bien, il fallait une vraie planification écologique. Il fallait que l'État reprenne la main. Que donc, comme évidemment ce projet de loi ne répondait pas à cet impératif de planification écologique, c'est pour ça qu'il demandait un rejet du texte. Et donc, ce que vous avez bien compris, que la motion de rejet, ça veut dire qu'on ne débat pas. Et donc, ça veut dire qu'on peut effectivement être contre le projet de loi, mais ne pas forcément voter une motion de rejet. Ça nous arrive effectivement nous-mêmes de voter. Voilà. Alors par contre, je suis sorti juste après le vote parce que j'avais peur qu'on... Donc je pense que Alban, par contre, peut nous dire exactement... je sais que les socialistes ont voté pour, par exemple. Nous sommes abstenus. Voilà, mais je n'ai pas évidemment la REM. On n'est pas d'accord avec l'idée qu'il n'y aurait évidemment pas de débattre. Alban, voilà. Je sais que tu nous entends? Oui, je vous entends. Alors, je n'ai pas forcément le détail des votes. Par contre, effectivement, il y a eu contre 73 votes contre, 18 votes pour, et donc, au total d'exprimés, suffrage exprimé 91 pour un 103 votants. Donc voilà, il y a un petit écart d'abstention qui est de 12 personnes. C'est ça, 12 abstentions a priori. Voilà. Ok. Et alors, pour ceux qui nous regardent, là, on va expliquer la suspension de séance. C'est assez fréquent, si vous voulez, quand une séance commence à 16h, elle va prendre fin à 19h30. C'est assez fréquent que vers 18h, il y ait une pause technique. On y reviendra peut-être dans ces 3 semaines à d'autres moments. Vous avez parfois des suspensions de séance qui sont des suspensions de séance politiques. Par exemple, pour régler un problème interne à la majorité sur un amendement ou pour se mettre d'accord entre différents groupes sur les horaires de séance ou sur des rédactions d'amendements. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est plutôt une suspension de séance technique. Peut-être Delphine, juste peut-être expliquer pourquoi nous sommes abstenus sur cette motion, à moins que tu l'aies déjà dit. Oui, Mathieu l'a dit. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y avait des choses à noter dans les interventions des uns des autres en réponse à la motion de rejet? Je crois que j'ai à peu près tout résumé, un petit peu rapidement, mais je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà. Enfin, tout ce que j'ai retenu, mais il y a évidemment d'autres choses. Mais peut-être que Alban, qui était avec moi dans effectivement, juste pour dire que pendant la suspension de séance, les députés ont le droit de sortir. Donc voilà, l'hémicycle se vide pendant quelques minutes, voilà, et puis on revient ensuite dans l'hémicycle, mais on peut rester à sa place si on a envie. Alors, il faut savoir que dans l'hémicycle, on n'a pas le droit de boire de l'eau, donc c'est le bon moment pour sortir pour boire, parce que on peut être dans une atmosphère assez parfois tendue, on peut avoir vite chaud et soif.
sais pas si vous a montré, on a des écrans un peu partout qui nous montrent, voilà. Alors les boutons, alors j'ai pas montré le bouton tout à l'heure, donc on m'a demandé, hop, je vais montrer les boutons. Voilà, alors, vous avez 3 boutons. Voilà. Voilà. Et donc, il s'allume et clignote et on appuie sur le bon bouton. Alors, on peut se tromper parfois, ça arrive, on peut se tromper. Et donc, on peut aller faire rectifier son vote dans les quelques minutes qui suivent. Hein, voilà. Et ensuite, peut-être que Hubert, tu pourras montrer les tableaux de vote qui sont affichés en dehors de l'hémicycle. Alors, oui, alors comme je suis aux 4 colonnes. Attendez. Vas-y Delphine, pardon. Il y a des questions qui arrivent, on va les traiter, on va y répondre. Donc, il y a une question sur le fonctionnement en fait des commissions. Il y avait eu une commission avant le 28 mars et pourquoi il y a de nouveaux amendements qui sont présentés dans l'hémicycle. En fait, c'est toujours comme ça sur un projet de loi. Il est d'abord examiné par une commission, donc soit une commission thématique permanente de l'Assemblée nationale, soit là, c'était une commission spéciale qui était composée pour ce projet de loi. La commission examine une première fois les amendements, elle adopte une version corrigée du projet de loi, et c'est cette version corrigée sur laquelle ensuite, c'est ce texte qui va en séance, sur lequel sont redéposés de nouveaux amendements. Et en l'occurrence, le texte de la commission comporte beaucoup de recul par rapport au projet de loi initial. On a déjà évoqué tout à l'heure celui, par exemple, sur la rénovation des bâtiments. Alors, le timing, puisqu'il y en a qui nous le demandent. Donc là, on va faire une petite pause très courte. Ensuite, on va reprendre un peu avant l'arrivée de Cyril Dion à 19h. La séance prend fin ensuite à 19h30 et les débats reprennent à 21h. Et donc, on a un invité de la Convention citoyenne à 21h. Alban, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, effectivement, sur la suspension qui a lieu là, le gouvernement a demandé 5 minutes. Voilà. Et donc, on peut avoir effectivement des suspensions un peu plus longues. Là, ça vient de sonner, donc du coup, on va reprendre. En fait, on a des sonneries qui nous rappellent dans l'hémicycle. C'est assez intéressant. Donc là, on est appelé pour venir rejoindre l'hémicycle. Voilà. Okay. Nous, on fait une petite pause et on revient vite sur le direct de la séance et ensuite avec Cyril Dion. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition que vous avez faite. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition que vous avez faite.
Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition que vous avez faite. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi?